comment a commencé cette histoire, cette aventure de la ferme des reptiles? Moi, en fait, c'est mon père qui était passionné. Du coup, depuis toute petite, j'ai été avec les reptiles. En fait, il était informaticien. Quand je suis née, maman a dû repartir travailler. Et du coup, il est resté avec moi et il en a profité pour rajouter des animaux dans sa petite collection personnelle. Il habitait à Castillon. Il a ouvert son garage aux gens du village sur une journée pour montrer sa passion. Les gens lui ont dit « mais c'est génial, pourquoi tu fais pas ça ?» Donc il est parti sur ce truc de « ben oui, en fait j'ai envie de faire ça, de vivre de ma passion ». Donc il a monté un premier petite ferme, c'était moitié maison, moitié la ferme, c'était très collé. Du coup, c'est vrai que moi, le matin, j'avais juste à ouvrir une porte pour aller voir les animaux avant d'aller à l'école. Le soir, je rentrais, je l'aidais. Et j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec lui. Après, vers 9 ans, j'ai commencé à expliquer les tortues dans le jardin des tortues parce que il était un peu tout seul pour les visites. Ma mère faisait la caisse l'été, donc c'était très familial. Vers 12 ans, j'ai commencé à faire des visites guidées entières, à présenter les animaux. Et puis après, bon, j'ai fait d'autres choses dans le milieu des animaux, mais je suis toujours revenue tous les étés, filer un coup de main. Et il y a 2 ans, je lui ai dit que j'avais très envie de reprendre la ferme avec un employé qui travaillait ici. On s'entendait très bien, donc on a fait 1 an de gestion tous les deux. Alors comme on est une petite structure, à 2, c'était un petit peu compliqué de générer assez de revenus pour faire des améliorations pour les animaux et se rémunérer convenablement. Beaucoup de travail aussi, c'est compliqué en fait, des fois sur certaines périodes, on ne peut pas se permettre de prendre 2 jours de repos parce que ça mange tous les jours, tout ça. Donc lui est parti sur un autre projet, j'ai fait 1 an de gestion toute seule, bon, toujours avec Pierre qui gérait la chose, mon père. Et puis là, en juin, j'ai sauté le pas, j'ai monté ma propre entreprise, j'ai racheté la structure. Et j'ai commencé toute seule. Alors après, ils viennent toujours un peu, c'est la passion des animaux, on ne disparaît pas comme ça. Mais du coup, là, je gère la structure toute seule et j'ai embauché une copine pour m'aider à gérer tout ça. Alors, il y a eu une opportunité familiale, vous avez grandi dans cet environnement, mais c'est pas orthodoxe complètement. Oui. On est d'accord. C'est donc, ça peut, même si on est de la même famille, même si ça peut aussi avoir moins d'attrait, il y a quand même eu chez vous un déclic pour se dire, au-delà de la passion du père ou de ce que ça pouvait représenter, c'est très particulier à plein d'endroits. Cette fréquentation assidue des reptiles, et ça a aussi généré de la connaissance, ça a généré beaucoup de choses. C'était quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure? Alors moi en fait c'était les animaux tout court, vraiment tous les animaux, j'aimais autant les rongeurs, les serpents, tout ça. Enfin j'étais quand même très attirée par les lézards, c'était mon animal préféré, lézards et chevaux. Bon. Rien à voir. Et vraiment les lézards, ça me passionnait. Je voulais faire une ferme aux lézards qu'avec des lézards. Puis bon, après j'ai grandi et je me suis rendu compte que le serpent, c'est vraiment un animal qui est méconnu. Il y a beaucoup d'appréhension. Et en fait, c'est un animal qui n'a pas trop de capital sympathie en général. Encore les lézards avec leurs grands yeux, oh il est mignon et tout ça, les tortues c'est trop mignon. Et en fait, ça me fait mal au cœur de me dire qu'on n'aime pas ces animaux-là. Du coup, j'ai eu envie de prêter ma voix pour les aider à être un peu plus appréciés. J'ai vu aussi l'impact qu'on avait sur les gens autour. Quand j'étais petite, ça me blessait d'entendre tous ces gens « Oh ouais, moi je vois un serpent, je le tue, machin. » Je dis « Oui, mais bon, vous êtes agriculteur. Si vous tuez toutes les couleuvres, qu'est-ce qui se passe ? Ben, les rongeurs viennent manger tout votre grain. Du coup, vous mettez du poison et des pièges. Et pourquoi vous les laissez pas vivre tranquillement ? Elles vous font rien. Et en fait, petit à petit, on a vu que les gens ont appris à vivre avec ces animaux-là. Combien de personnes m'ont dit, par mes connaissances, en fait, j'ai blessé des serpents parce que pour moi, j'étais avec un groupe d'enfants au bord de la rivière, il y avait une vipère, il fallait que je protège. Et maintenant, je me rends compte que j'ai tué une petite couleuvre inoffensive
qui vivait tranquillement là par méconnaissance et du coup je le referai plus et tout ça, ça fait du bien parce que de plus en plus on voit des gens qui s'y intéressent. Il y a plein d'enfants de plus en plus aussi qui nous demandent est-ce qu'on fait des stages pour les enfants, donc on a mis ça, j'ai mis ça en place il y a déjà plusieurs années et c'est impressionnant comment ça fonctionne. Il y a des enfants, les parents sont dégoûtés par les reptiles, ils ont pas du tout, ils apprécient pas ça et les enfants regardent des reportages et ils ont envie de découvrir et puis quand on leur donne l'opportunité à 10 ans de nourrir des pitons, des boas, de manipuler, on voit qu'il y a des passions naissantes de plus en plus et on a envie d'aller vers ça en fait, on a envie de partager tout ça et de pousser les gens à aimer aussi ces animaux-là. Sacré gageur, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, le serpent n'a pas bonne presse, hein. C'est pas nouveau, ça fait plusieurs milliers d'années. Hein. La femme, le serpent, la Bible nous en a parlé. Il y a peut-être... Je pense que ça a un peu joué, hein, parce qu'on a des mots qui reviennent qui font bien partie de la Bible. Hein. Oh, quel regard mesquin, oui, il est vil. Je pense qu'on traîne, même si dans toutes les civilisations, le serpent... Enfin, d'ailleurs, on peut avoir, on en parlait, on l'évoquait avec un spécialiste des mondes amérindiens, le serpent a des rôles là-bas qui sont différents des nôtres, et au contraire, et même si on va dans l'Égypte ancienne, enfin, il y a je pense, une grosse chape de plomb de l'héritage judéo-chrétien un peu pour nous qui fait que le serpent est pas... avant ça, la couleuvre d'Esculape en Europe était le symbole de la médecine. Hein. C'est toujours le serpent qu'on voit sur les cabinets des docteurs, les pharmacies. En fait, pendant longtemps, on a cru que c'était immortel. On avait conscience à l'époque que c'était pas dangereux. Alors l'immortalité, je pense que ça vient du fait que ça mue, donc c'est tout pas beau, et puis d'un coup tout beau, tout neuf, donc on se dit il se régénère. La mue était un porte-bonheur, croiser un serpent, ça voulait dire que le dieu d'Esculape nous disait qu'on allait être en bonne santé. Il y avait quelque chose de très beau lié au serpent. Il y a des écrits où on retrouve, il faisait des chars où il mettait 300 serpents dessus pour défiler, donc tout le monde allait essayer d'attraper, tout en étant dans le respect de l'animal. Il y avait une grosse fête autour de ça. Donc il y a quand même eu des époques où en Europe, le serpent n'était pas diabolisé. Le python royal en Afrique était vénéré parce que dans les villages, les rongeurs ils mangeaient toutes les graines, c'était famine et du coup dans la case du roi où il y avait les richesses, donc la nourriture, les richesses pour eux c'était la nourriture, ils mettaient des pythons royaux pour manger les rongeurs. Donc c'était le serpent du roi, le python royal. Et c'est plein de choses comme ça, on retrouve dans l'histoire et on dirait que ça a été un peu oublié dans le temps. Ici alors, on ne l'a pas oublié. Qu'est-ce qu'on trouve à la ferme des reptiles particulièrement? On peut faire un peu une énumération, c'est pas exhaustif, ouais, mais... Alors majoritairement quand même, on a énormément de serpents. Un petit peu de lézards, de plus en plus puisque j'ai repris, donc j'ai rajouté des lézards que je rêvais d'avoir. Pas mal de tortues, on a 19 tortues géantes africaines, 2 tortues des Seychelles, donc on a pas mal de tortues géantes, on a toutes les petites tortues européennes, aquatiques, tout ça. On a du venimeux. On a des belles espèces de venimeux, donc on a vipère aspic, on a serpent à sonnette, cobra, mamba et des petits crocos. Parce que étant donné qu'on est une petite ferme familiale, j'ai pas la place de mettre les gros monstres, mais on a 2 espèces de petits crocodiles. Oui. Il y a un gros boulot à faire pour dédramatiser. Donc les enfants sont intéressés, on l'a évoqué, on peut en reparler, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui aujourd'hui est aussi un des axes de développement et une des vocations de cette ferme, c'est aussi d'expliquer aux enfants. Alors déjà, nous, on est axé vraiment sur la pédagogie. Donc tous les gens qui viennent, ils peuvent suivre une visite guidée. Bon, s'ils n'ont pas envie, ils ne le font pas, mais ils peuvent toujours suivre une visite guidée. Dans la visite, on fait quand même manipuler, on fait toucher un lézard, on fait porter un serpent. Parce que sur un enfant, une approche que visuelle, ça ne marque pas, ça rentre. C'est pas pareil. Les enfants, ça passe aussi par le toucher, ça passe pas
que par les explications et le visuel. Donc on essaie de jouer là-dessus. On essaie aussi de sensibiliser sur la faune française, d'apprendre à différencier une couleuvre d'une vipère pour que s'ils en croisent, ils sachent reconnaître, tout en disant bon, on n'est pas là non plus pour les attraper, les embêter, c'est pas parce qu'on en touche un à la ferme des reptiles qu'on va toucher tout ce qu'on trouve. Et on essaie vraiment d'être là-dessus. Et des fois, on a des familles qui arrivent avec énormément d'appréhension. J'ai des gens qui m'appellent et me disent est-ce qu'il a 7 ans, est-ce qu'il va faire des cauchemars? Et là, moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis là, ben non, il va faire des rêves parce que c'est beau, ce qu'il va voir, ce qu'il va vivre. Et on a aussi même des phobiques qui viennent. Là, j'ai eu une dame phobique qui voulait vraiment dépasser sa phobie. Et elle est allée jusqu'à toucher le serpent et elle pleurait, elle avait la trouille, elle tremblait, mais elle y allait parce qu'il y a eu une mise en confiance, on a pris vraiment le temps et elle voulait vraiment dépasser ça. Et elle dit bon, j'ai vraiment, là, je me sens vraiment mieux par rapport à ça. Et c'était impressionnant comment elle travaillait sur elle. Moi, ça m'a vachement touchée parce que elle était terrorisée et en même temps, elle savait qu'il n'y avait pas lieu d'être. Donc, elle y allait quand même. Et ça c'est un super travail parce que je pense que dans sa vie, ça sera plus simple pour elle maintenant de croiser des serpents et puis cette fierté de dépasser aussi ses peurs. Mais les enfants n'ont pas vraiment peur, les petits n'ont pas peur. Alors si, quand ils sont avec les parents, que dès qu'ils s'approchent, on le tire en arrière, on lui dit « attention ». Attention, le attention, ça veut dire qu'il y a un danger. On fait confiance à papa-maman. Si papa-maman ont peur, c'est que c'est pas pour rien. Par contre, quand on a des écoles, notamment des crèches, on a eu 50 gamins entre 2 et 5 ans. À la fin de la visite, on leur a dit « Allez, on s'assoit tous par terre, on va prendre le serpent sur les genoux ». L'encadrante n'avait pas la trouille. Nous, on a bien géré le truc. Il n'y en a aucun qui a posé la question « j'ai pas envie » ou quoi que ce soit. Ils se sont tous assis. Ils ont eu un serpent de 4 mètres de long avec un diamètre comme ça sur les jambes. Ils étaient là « il est beau citron !» Ils étaient ravis. Il n'y a pas cette question. Après, ça, un peu plus tard, vers 9 ans, on voit que ça commence. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Ils ont peut-être vu quelques films où il y a le serpent qui fait peur. Donc là, ils commencent à se poser des questions, mais souvent, c'est les adultes. En fin de visite, on dit qui veut porter ou toucher le serpent. Les gamins, ils sont tous là. Moi. Et s'il y en a qui ont un peu d'appréhension, dès qu'ils voient que les autres font, ou même des plus petits, là, il y a un peu la fierté, ils y vont quand même. J'ai quasiment jamais un enfant qui dit je veux pas et qui reste bloqué sur ça. D'accord. Comment on soigne, entre guillemets, pas le soin santé, mais comment on s'occupe des serpents? Ils n'ont peut-être pas tous le même rythme puisqu'il y a des espèces différentes. Comment on les nourrit? Parce que alors, chaque animal, voilà, les tortues, est-ce qu'il y a des cycles spécifiques? Alors, sur les serpents, ce sont des animaux qui mangent peu. Moi, j'évite de nourrir trop régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines à la même heure, le même jour, etc. Parce que dans la nature, ça ne se passe pas comme ça, on essaie de respecter. Je ne respecte pas non plus totalement le rythme naturel parce que je ne nourris pas aux vivants. Je nourris aux morts. Par contre, moi, je décongèle mes proies. Les couleuvres n'ont pas de capteur thermique, donc la souris peut être à température ambiante. Par contre, les pitons, les bois ont des capteurs thermiques. Donc, je réchauffe la tête de la souris pour diffuser la chaleur parce qu'une souris vue avec des capteurs thermiques a la tête plus chaude que les fesses. Donc, j'essaie vraiment que ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils verraient s'ils en voyaient une vivante. Je la bouge à la pince. Quand ils attrapent, je continue à bouger, qu'ils fassent bien la constriction, qu'ils aient l'impression d'aller jusqu'au bout. Et donc, j'essaie vraiment de maintenir cet instinct-là. Je nourris en terrarium aussi, donc dans leur lieu où ils se baladent, où ils chassent, où ils se reproduisent, donc dans leur lieu de vie. Donc on maintient ça. Après, j'ai des espèces qui vont manger des jeunes individus plutôt une fois par semaine. D'autres, c'est 2 fois par mois. D'autres, c'est les gros. Finalement, c'est un bon repas par mois. Je vais aussi être très observatrice. Mes gros, je décongèle quand je vois qu'ils cherchent. S'ils sont là en train de dormir, je ne vais pas aller les goinfrer. Pour certains gourmands, mon python moulure, il est tellement gourmand qu'à chaque fois que je propose, il mange. Donc lui, voilà, si je le nourris, je vais avoir un serpent qui va être trop gros. Ça, c'est le gros danger de la terrario, c'est qu'ils ne sont pas faits pour être gras.
Donc le gras va stocker autour du cœur, va étouffer le cœur. C'est pas du tout bon pour eux. Donc on a tendance à suralimenter. Nous, on fait très attention à ça, d'être pas dans la suralimentation. Après voilà, quand je décongèle de lapin pour mes pitons réticulés, s'ils ne mangent pas, je sais que je gaspille pas. J'ai mon moulure qui mangera forcément. Donc on décongèle un peu au fur et à mesure et tout ça pour jamais gaspiller parce que bon, c'est des proies, c'est des animaux quand même. Donc le gaspillage du vivant, on ne le fait pas. Tout ce qui est tortue, ça mange quasiment tous les jours. Tout ce qui est lézard, c'est quasiment tous les jours. Surtout, en fait, tout ce qui est végétarien nécessite plus de nourrissage. Mes tortues africaines, l'hiver, je suis obligée de leur faire croire qu'on est en plein été, qu'il fait trop chaud, parce qu'en Afrique, l'été, il fait tellement chaud qu'elles s'enterrent 2 mois sous terre et qu'elles dorment 2 mois. Donc l'hiver, j'essaie de faire croire que c'est l'été. Bon, elles ne sont pas dupes, je pense qu'elles comprennent que... Mais donc, elles vont passer 2 mois avec juste du foin, de l'eau, je ne les nourris pas. Parce que dans la nature, en fait, elles ne mangent pas, c'est la pause alimentaire. Ce n'est pas une hibernation non plus, parce qu'elles sont quand même maintenues à une certaine chaleur. Pour les tortues des Seychelles, là, c'est très compliqué, puisque nous sommes sur des tortues qui n'ont pas de grosses différences. Il peut y avoir une saison un peu plus fraîche, mais elles se baladent et elles mangent toute l'année. Heureusement, elles ont la carapace noire, donc des fois le sol est presque gelé, il fait un peu frais. Mais s'il y a le soleil, elles arrivent à monter en température dans le chalet sous la lampe. J'ouvre, elles sont toutes chaudes, elles gardent un peu la chaleur avec le soleil. Elles font le tour, elles mangent et puis hop, elles retournent dormir. D'ailleurs, même quand il fait bon et qu'elles peuvent passer la journée dehors, quand elles ont mangé ce qu'il faut, elles repartent dormir, c'est des tranquilles. Donc là, oui, sur certaines espèces, on est obligé de s'adapter. Sur les tortues hermann françaises, on est en Ariège, ça ne vit pas en Ariège. Donc là, je suis obligée de les rentrer en octobre. Là, il faisait trop froid, elles ne mangeaient plus, c'était plus intéressant pour elles. Je les ai rentrées, je les ai nourries à fond pendant 1 mois. Après, j'ai arrêté le nourrissage, j'ai baigné pour qu'elles fassent pipi caca, qu'elles soient bien vides. Donc quand elles sont parties en hibernation, elles étaient en bon poids. Plus rien dans le ventre. Là, on garde dans des sortes de frigos entre 6 et 8 degrés. Après, on sort des frigos, on réchauffe progressivement, on baisse aussi progressivement. C'est à sang-froid, on ne passe pas de 20 degrés à 6 degrés, c'est un peu violent pour elles. Après, donc, on rebaigne pour réhydrater, on renourrit à volonté. Et ensuite, en général, vers mai, il fait bon, on les sort dehors. Bon, là, j'ai de la chance. J'ai pu les sortir très tôt, là, depuis... fin mars, je les ai mises dehors. On rajoute de la nourriture de plus que l'herbe. Et voilà, les tortues, c'est le plus de boulot, je trouve. Bon, on a dit beaucoup de choses. On peut aussi avoir un petit passage sur toute la démarche pédagogique auprès d'équipes municipales ou vous travaillez avec les pompiers? Alors nous on forme les pompiers du coin, d'ailleurs c'est souvent sur leur demande, bon après nous aussi on propose. On a aussi formé les pompiers, j'ai plus ceux qui font le côté vétérinaire, ouais. J'ai plus le... Okay. Je sais c'est plus. pas grave. Voilà. Donc là on a formé aussi quand même des pompiers qui venaient de différentes villes et tout ça. Là, on a carrément formé même sur du venimeux. Là, il fallait que si jamais il y a un farfelu qui est ramené de voyage, je ne sais quoi, il soit apte à enlever l'animal sans être en danger, etc. Sur les pompiers du coin, on va plutôt former sur la capture, par exemple, des tortues hargneuses. Ce sont des tortues qu'on a pu gagner à la pêche au canard. Nous, on en a récupéré à la ferme des reptiles que les particuliers nous ont ramenées. Je pense que certains les ont laissées dans les rivières, vu ce qu'on peut voir aux abords de Toulouse. La tortue hargneuse, si on l'attrape sur les côtés, on peut se faire manger les doigts. C'est des tortues qui sont énormes, qui ont des coups de 20 cm et ça coupe. Donc là, il faut qu'ils soient aptes à sortir la tortue de l'eau sans se blesser. En France, on n'a pas le droit d'avoir un python moulure de 4 mètres à 6 mètres, qui fait 100 kg. Je ne sais pas si c'est toujours légal en Belgique, mais il y a eu un moment donné où ça l'était. Bon, il y a un jour, une propriétaire est partie de chez... Enfin, sa locataire est partie. Quand elle est revenue dans la maison, elle a trouvé la maison bien en bazar. Et surprise, dans la chambre, il y avait un énorme serpent sans terrarium posé là. Donc là, la bête malade parce qu'elle n'avait pas de chaleur,
complètement paniqué. Donc un animal qui est en détresse, c'est un animal qui se défend, qui est en panique. Donc là, les pompiers, il faut qu'ils puissent attraper l'animal sans blesser l'animal, sans se blesser eux. Donc tout ça, c'est très important. Donc on fait beaucoup de formations avec eux. Et là, il y a eu cet été, fin d'été, j'ai eu un coup de téléphone le soir à 21h45 d'une coordinatrice des pompiers parce qu'il y avait un boa constrictor dans la rue à Pamiers. Donc là, voilà, c'est pas un serpent en soi qui est dangereux, la morsure reste moins violente que celle d'un Jack Russell, mais quand on ne connaît pas, qu'on se retrouve face à un énorme boa comme ça, bon, lui n'était pas énorme, mais il y en a qui font dans les 8-10 kilos, voir un serpent comme ça chez soi qui est rentré de chez le voisin, qui est dans la rue, on est en panique. Les pompiers, ils ont beau être formés, ils connaissent pas non plus toutes les réactions des animaux. Donc là, on a fait la capture au téléphone. Déjà, j'ai identifié l'espèce parce que ils ont beau être formés, identifier une espèce, même nous, des fois, c'est des espèces, ça peut être des hybrides, ça peut être un peu compliqué. Donc on a identifié l'espèce ensemble, la dangerosité ou non, et ensuite on a bien parlé de quelle technique ils allaient utiliser, parce qu'il y a différentes techniques, au crochet, on peut bloquer la tête, attraper derrière. Donc voilà, on a mis ça au point, ils l'ont capturé. Par contre, ils n'avaient pas de lieu pour stocker. Voilà, ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ils me l'ont ramené dans la nuit parce que l'animal, ils ne voulaient pas le laisser dans un seau fermé comme ça dans la caserne pour le bien-être animal. Donc moi je l'ai récupéré, je l'ai installé dans la nuit en terrarium, tout ça. Et malheureusement là c'est un monsieur qui l'a laissé apparemment échapper. Ça faisait 3 mois qu'il avait pas trouvé, il a prévenu personne, il a revendu le terrarium. Moi je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, c'est sa compagne qui a commenté un article en disant « Ah, c'est le serpent de mon copain ». Donc c'est moi qui l'ai recontacté, je dis « Voilà, vous avez vu l'article, donc vous savez que c'est moi qui l'ai. Vous auriez pu me contacter pour qu'on discute de ce qui s'est passé. » Du coup, il n'est jamais venu le chercher. Il m'a dit « J'ai revendu le terrarium, j'en rachète un, je le récupérerai ». Bon, en fait, voilà, soit il a laissé échapper, il se dit « Ça me va bien de ne plus l'avoir, j'ai plus envie ». Soit, en fait, il n'a pas réussi à le replacer. Il s'est dit « Allez, basta, il va vivre cet été, il va mourir cet hiver, et puis la vie est belle, je ne sais pas ». Et ça, de plus en plus, je pense que ça va arriver des gens qui posent dans le jardin. Ça arrivait à un lézard aussi que j'ai récupéré cet été, parce qu'on n'a plus le droit de faire des annonces sur le Bon Coin, sur Facebook. Donc il y a des gens autour d'eux, la famille n'a pas envie de récupérer l'animal, ils doivent changer de lieu. Là j'ai eu un gendarme qui est muté, je ne sais pas où, à l'étranger. Bon, du coup, lui, il peut rien faire, donc il m'appelle souvent à moi. Les gens consciencieux m'appellent, me demandent de récupérer. Je ne peux pas tout récupérer non plus, je suis limitée en espace. Et il y a ceux qui ne pensent pas à m'appeler et qui du coup trouvent personne et se disent bon voilà. La problématique du trafic, c'est quelque chose auquel vous êtes confronté ? Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant, surtout sur les tortues. On a encore des gens, maintenant c'est réautorisé à la vente. Alors les Hermann françaises est interdite. Quand c'est interdite, les gens les ramassaient, faisaient illégalement. Maintenant c'est réautorisé. Mais il y a des gens qui vont chercher les tortues, qui les ramènent et qui les revendent. Donc comme c'est un peu moins cher qu'acheter un éleveur, certains particuliers se laissent séduire. En plus souvent c'est annoncé en mode j'ai cette tortue, je ne peux plus m'en occuper, nanana, il lui faut une belle maison. Et en fait là il y a un monsieur qui m'a dit bon voilà, moi j'ai voulu lui prendre la tortue parce que puis après j'ai vu qu'il y avait une autre annonce et puis après j'ai vu que du coup voilà, ça c'est malheureux parce qu'en plus du coup maintenant pour avoir une tortue il faut remplir une autorisation de détention. Donc les gens qui récupèrent des tortues comme ça également ne sont pas au courant.
Cette autorisation de détention, c'est un questionnaire pour vérifier si on sait clôturer le jardin convenablement, qu'on sait les besoins nutritifs de l'animal, qu'on sait détecter les quelques maladies, parce qu'un chien, on arrive à voir quand il a une maladie. Il y a le voisin qui va dire hey, ton chien il est tout mou, là, il y a un truc qui ne va pas. Les tortues, c'est pas pareil, c'est compliqué. Donc ça vérifie les connaissances pour que l'animal soit heureux et bien. Et donc là, les gens qui ont des tortues illégalement, souvent font n'importe quoi. Après, moi, je récupère des tortues qui sont passées sous des voitures, des tortues qui sont passées sous la tondeuse. À chaque fois, elles ne sont pas pucées, donc elles sont illégales. Moi, si je les garde, je deviens braconnière, puisque ces tortues-là, elles viennent de la nature et elles ne m'appartiennent pas. Mais si je ne les prends pas, elles vont mourir, donc il faut bien les soigner. Et du coup, je me retrouve à prendre des animaux, à les soigner à ma charge, et ensuite de les ramener au refuge des tortues, qui eux ont le droit de les garder. Sinon, après, quand c'est des douaniers qui saisissent, on me les confie des fois sur une période. Après, il y a un procès, et ensuite, à la fin du procès, on me les donne légalement. Et moi, je les puce, je les mets quand même en... Donc, soit c'est replacé chez moi officiellement, j'ai le droit de garder, soit on me dépose et moi, je suis embêtée. On a une question fétiche. Alors, je connais un peu la réponse, mais qui est à la fin de chacune de nos interventions. Est-ce que vous avez un animal préféré? Un animal totem? Alors, je dirais 2 animaux. Ce serait le varan, le gros lézard, et les biches. Voilà, je vis en Ariège. Et pourquoi alors? Pourquoi les biches? Parce que c'est l'emblème de la forêt pour moi. C'est des animaux qui sont très gracieux et qui normalement sont totalement libres. Voilà. Et les varans parce que c'est des animaux d'une intelligence folle et on peut créer des liens vraiment d'individu à individu. Le lien que j'ai avec mon varan, ma collègue, elle a un autre lien avec lui. On a vraiment chacun notre lien et c'est très fort.